Bonjour et bienvenue sur Plan B, l'édition qui donne la parole aux acteurs et aux actrices de la transition et de la résilience. Aujourd'hui, j'accueille Stéphane Audran. Bonjour Stéphane. Bonjour Cyrus. Nous nous sommes rencontrés sur les réseaux sociaux. Nous avons eu pas mal d'atomes crochus. Tu as écrit pour mon blog un article qui a pas mal fait réagir les diverses communautés en ligne de la transition et de la résilience, article intitulé « Ce qui nous nourrit principalement », qui restitue ton retour d'expérience en tant que permaculteur, 7 ans après avoir quitté Paris pour t'installer dans le Morvan. Donc, dans cette interview, tu vas nous parler de vive voix de ce retour d'expérience, répondre aussi aux objections et aux critiques plus ou moins constructives, mais pour certaines constructives, que tu as pu recevoir sur ton article, et puis nous parler de ce qui s'est passé comme prévu ou pas comme prévu dans ton expérience. Rien ne se passe jamais comme prévu. Rien ne se passe jamais comme prévu. En deuxième partie, tu nous parleras aussi de ton retour d'expérience en tant qu'élu local dans le Morvan. Donc, tu as beaucoup de fonctions, Stéphane. On va parler au cours de cette interview aussi de problématiques plus générales comme l'adaptation au changement climatique, mais de part tes divers retours d'expérience pour un peu donner du concret à tout ça. Peut-être avant de passer justement sur ton retour d'expérience en tant que permaculteur, si tu veux nous faire une présentation générale de ton parcours, puisque tu n'es pas que permaculteur et pas que ancien élu local aussi. Non, pas exactement. Donc effectivement, nous avons quitté la capitale avec mon épouse il y a maintenant 8 ans, fin 2012, après avoir passé 7 ans sur Paris. Alors ce qui est intéressant, c'est que maintenant on a passé plus de temps dans le Morvan qu'à Paris, n'étant pas parisien ni l'un ni l'autre. Et donc nous nous sommes installés dans cette maison qu'on avait rachetée en 2009 comme résidence secondaire à l'époque parce qu'on avait envie d'avoir un peu de verdure et d'y aller le week-end, quoi. Donc, ce n'était pas un plan pour se dire, à la base, on va s'installer ici et y vivre. Et puis, donc, ça veut dire qu'on ne l'avait pas choisi du tout sur des critères d'agriculture, en fait. Ce qui est intéressant, parce qu'au final, on a eu de la chance. Rien ne se passe comme prévu, mais des fois, on peut avoir du bol. Moi, j'ai été pendant longtemps cadre dans une grande banque où je m'occupais de problématiques de conformité et de maîtrise des risques. J'ai une formation, il y a longtemps maintenant, d'historien et de juriste. J'ai fait de l'histoire, j'ai un DEA d'histoire, un master de droit international. Donc, je suis plutôt d'un monde un peu littéraire, même si j'ai fait une formation à la base qui était lettres et maths. Parmi mes nombreuses activités, je suis officier de réserve dans la marine depuis 2002. Donc, j'ai aussi des activités militaires toujours où je m'occupe actuellement de lutte contre les trafics d'armes et la prolifération. Et puis, je fais d'autres choses. Donc, depuis 8 ans, je suis consultant indépendant à temps partiel. Donc, je m'occupe toujours de maîtrise des risques, principalement pour des institutions financières, parce qu'après avoir travaillé longtemps dans la banque, j'y ai quand même gardé beaucoup de contacts. Donc, je conseille les banques sur la maîtrise de leurs risques dans certains secteurs sensibles que je connais bien, donc l'armement, le nucléaire, l'agriculture, la forêt, ce genre de choses. Je suis aussi écrivain à temps partiel. Et puis, je suis néo-paysan. Alors, je préfère dire que je suis néo-paysan plutôt que permaculteur parce que pour moi, on est d'abord quelque chose socialement avant d'avoir une pratique ou une méthode. Et donc, socialement, je suis néo-paysan au sens de la société paysanne, c'est-à-dire qui vit dans un pays, dans le Morvan en l'occurrence. Et voilà, donc c'est ce que nous sommes. On est parti, comme je le disais, il y a 8 ans avec mon épouse. Elle aussi était cadre et maintenant elle fait autre chose. Elle est sophrologue, elle a une maison d'édition de livres pour enfants. On a 2 gosses. Et puis voilà, on est dans une ancienne ferme qui date du 19e siècle avec 5 hectares de champs, de prés et de bois qui sont à nous. Et puis voilà, on fait notre petite vie familiale ici. Tu continues de faire des allers-retours vers Paris pour ton activité de conseil lorsqu'il est nécessaire de se réunir physiquement? Alors oui, j'essaye de bouger le moins possible. C'est aussi une volonté de limiter aussi l'impact, le bilan carbone, et puis de rester et de travailler et de vivre ici. Mais je suis en moyenne 1 fois par semaine en déplacement sur Paris ou sur Lyon, parfois 2 fois par semaine, mais j'essaye de me limiter à 1 fois par semaine. Et puis il y a des gares TGV, donc ça aide aussi à avoir un impact pas trop nocif sur la planète. Non, mais c'est ce mode de vie aussi qui consiste à s'éloigner un peu des métropoles pour faire autre chose, tout en y gardant un pied
en opérant une transition, on va dire, parce qu'il faut bien aussi quand même continuer à générer un peu de revenus tout en opérant cette transition. Je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus recherché. Ouais. Et effectivement, il faut bien dire aux gens que la transition, c'est quelque chose qui dure. Et c'est assez difficile. Les gens sont pressés, on est dans une époque pressée, on a l'impression qu'il faut tout faire vite, vite, vite. Objectivement, ça fait 8 ans qu'on est là, on a mis 6 bonnes années de transition. Effectivement, parce que quand on fait des travaux dans une maison, quand on apprend la paysannerie et l'agriculture, quand on est indépendant, quand on a fait des gosses, tout ça en même temps, ça prend 5-6 ans, quoi. Voilà. Alors, c'est ça, retrace-nous un petit peu comment s'est passée cette expérience, comment ça a débuté, par quoi tu as commencé. Alors, ça a commencé de manière un peu cocasse, au sens où quand on a acheté la maison en fin 2009, l'année d'après, alors que c'était qu'une résidence secondaire, hein, j'ai dit à ma femme, moi j'aimerais bien faire un petit bout de jardin, parce que quand j'étais gosse, je faisais le jardin chez ma grand-mère, j'avais passé une partie de mon enfance euh, dans une ancienne ferme de la banlieue lyonnaise, où il y avait un petit bout de jardin, donc on faisait un peu de jardin. Donc ma femme m'a dit, quoi, un jardin, ok, mais il faut pas que ça soit moche. Bon, voilà, on était des urbains à l'époque, et donc j'ai commencé à faire des carrés de jardinage, tu sais, le square foot gardening avec des carrés en bois surélevé parce que c'était joli. Donc j'ai fait des trucs avec des carrés, quoi. Et on a commencé à faire pousser 3 carottes, tu vois, vraiment de manière très anecdotique, quoi, comme ça, parce que ça m'amusait, quoi. Et puis ça a marché, ce qui est plutôt pas mal. On a aussi heurté à des premiers problèmes parce qu'on n'était pas là en semaine. Il y avait les problématiques de l'arrosage, donc on a découvert un tas de choses. Et puis j'ai mis le nez dans tout ça. Alors, à la banque, je travaillais déjà sur des problématiques agricoles ou forestières, mais de manière très abstraite, sur des politiques, on lisait de la littérature générale. Là, je me suis mis le nez dedans au quotidien. Et puis, en se promenant dans la nature, en découvrant le Morvan, en achetant aussi des bouts de terrain à droite à gauche, en découvrant ce qu'on avait comme terrain, voilà, on s'est petit à petit mis là-dedans. Ça a participé à une prise de conscience sur les problèmes écologiques, sur les problèmes sociétaux, sur les problèmes liés à l'urbanisation qu'on avait avec mon épouse, et qui ont fait que, voilà, en 2012, on est venu s'installer ici avec l'idée de se dire, on va profiter du fait qu'on a une ferme, donc avec des bâtiments agricoles, avec du terrain pour essayer de produire une partie de notre alimentation. Tu as combien d'hectares? Donc en tout, on a 5 hectares, dont 1,5 hectare de bois taillis, un demi-hectare de champs mécanisables, c'est-à-dire à peu près plat, parce que le Morvan, souvent, c'est comme ça, quoi, où on peut faire des grandes cultures de céréales. Et puis le reste, c'est des prés plus ou moins plats, plus ou moins vallonnés, des prairies assez pauvres, mais des prairies permanentes. Et puis devant la maison, on a à peu près 2000 mètres carrés qui sont cultivables, dans lesquels on a un bout de verger pelouse pour les gosses, et puis on a 400 et quelques mètres carrés de potager où on produit des fruits et des légumes vivriers. D'accord. Donc globalement, ce que je cultive au quotidien, c'est mes 400 mètres carrés de jardin et un demi-hectare de champs de céréales. Et puis j'ai des cochons et des poules qui occupent à peu près 1500 mètres carrés aussi de près. D'accord. Ça te prend à peu près combien de temps par semaine? Alors, c'est très variable, hein, parce qu'on suit le cycle des saisons et de ses activités, voilà. J'essaye vraiment de faire en sorte que, et c'est une de mes approches, ça soit optimisé pour qu'au quotidien, ça soit le moins long possible. Et donc, c'est aussi un retour d'expérience permanente, d'essayer des choses, d'essayer d'améliorer à la fois la qualité, mais aussi la rapidité du process pour qu'au quotidien, on ne soit pas débordé par les tâches agricoles. Donc, ça veut dire qu'effectivement, qu'il faut que ça soit le plus près de la maison qu'on peut, qu'on produise le plus possible sur la plus petite surface possible, qu'on y passe le moins de temps possible, globalement de manière incompressible, tous les jours, parce qu'on a des animaux à nourrir, parce qu'il faut faire un minimum de choses, c'est une demi-heure tous les jours minimum, 30 minutes. D'accord. Ce qui paraît pas colossal. Alors, c'est un minimum, mais... Alors, pardon, je te laisse C'est un poursuivre. minimum, voilà. C'est vraiment le minimum. On est plutôt autour d'1 heure par jour. En belle saison, clairement, on va passer à 2 heures minimum par jour, plus les week-ends de manière variable. Alors, en morte saison, comme ça, il n'y a pas grand-chose à faire le week-end. Il y a 1 heure ou 2 le samedi ou le dimanche. En pleine saison, ça prend l'équivalent d'au moins une des 2 journées du week-end pour faire ça.
Et comment vous faites si Et vous bien voulez entendu, partir une semaine ou deux? Comment vous faites si vous voulez partir une semaine ou deux en vacances? alors, déjà, on part pas très loin, on part pas longtemps. Ça fait très longtemps qu'on prend plus l'avion, ça fait pratiquement 10 ans qu'on n'a pas pris l'avion. Et on part 4-5 jours. Et comme on a la chance d'avoir mes beaux-parents qui sont à 10 km, bah, ils peuvent assurer de manière temporaire pendant quelques jours les tâches minimales qui sont surtout de nourrir et d'abreuver les poules et les cochons. Et puis pour le reste, voilà, après, on prend un peu de retard, on rattrape le retard et puis c'est parti, quoi. Mais on D'accord. essaye de ne pas partir plus de 4-5 jours. Mais 4-5 jours, ça va, c'est gérable. D'accord. Non, c'est pour que, voilà, donner quelques points de repère pour que ceux qui nous regardent, qui sont éventuellement intéressés par ce genre de choses, se rendent compte aussi de ce que ça implique. Mais je te laisse reprendre, pardon, le cours de ton histoire quand tu as commencé à cultiver. Oui, et donc, en fait, on a mis le nez, et moi, j'ai découvert, ou j'ai redécouvert le jardinage, parce que j'ai fait ça quand j'étais gosse, chez ma grand-mère, de manière très empirique, avec des anciens du village qui m'avaient donné des conseils quand j'avais 14-15 ans. Et puis voilà, j'avais ces vagues souvenirs dans la tête. Et puis je me suis replongé là-dedans en 2010, en découvrant le monde de la permaculture, de l'agriculture biologique, de tout ça, quoi. J'avais envie, parce que c'est à la fois une conviction, une espèce de prudence sanitaire, de me dire, OK, je veux faire le plus naturel possible, entre guillemets, donc sans chimie lourde, avec le moins d'intrants, d'aide, de béquilles. Donc, je vais essayer de faire le plus naturel possible. On a découvert un tas de trucs qui avaient l'air super bien, le paillage, la culture en carré. Bon, voilà. On s'est lancé dedans. Et puis, la chance que j'avais, c'est que dans ma vie professionnelle et dans mes études, j'ai beaucoup étudié et vécu l'approche systémique des choses, l'ingénierie des systèmes, la décomposition des tâches en process, l'optimisation. Donc, je suis rentré là-dedans avec ça, avec un papier et un crayon, en me disant, OK, ma finalité, c'est de produire de l'alimentation qui soit bonne, sans que ça me coûte un bras et sans que ça me prenne tout mon temps. Finalement, c'est ça mon cahier des charges, quoi. Et donc produire le plus possible, voilà, le moins de temps possible, sans dézinguer tous les écosystèmes qui sont autour de moi et en essayant au contraire d'améliorer la qualité de l'environnement autour de moi. Voilà, c'est un peu mon cahier des charges. Et donc, je suis parti dans les vergers, je suis parti dans le jardinage, je suis parti dans voilà, me dire de quoi est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on a envie. Et donc, on a fait toutes les erreurs qu'on peut faire, je pense, en termes de jardinage, hein. On s'est lancé dans 90 productions de légumes en faisant nos plants nous-mêmes, tout s'est ratatiné. On a lutté pendant des années contre les limaces, mais c'était une espèce de bataille de rochers de Sisyphe contre des millions et des millions de limaces. Enfin, il y a eu vraiment un tas de choses qui n'ont pas marché. Il y a des choses qui ont très bien marché, Comme des choses quoi? moyennement. Je crois que le plus important, c'est que il faut se rendre compte que pratiquement tous les livres, toutes les réflexions, tout ce qu'on peut lire autour du maraîchage, de la permaculture, c'est lié à deux choses. D'abord, souvent, c'est lié à des activités professionnelles. C'est-à-dire qu'on trouve rarement de l'approche du maraîchage pour des gens qui font autre chose que ça. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de présupposé non dit dans les manuels de maraîchage qui est c'est votre job. Donc forcément, vous y passez 8 heures par jour. OK. Donc vous pouvez aller très loin en termes de technicité parce que c'est votre job à plein temps, y compris dans votre prise de temps cerveau. Et puis l'autre présupposé, quand même, assez souvent, dans beaucoup notamment tous les conseils qu'on peut lire sur le web, c'est souvent lié à des régions de maraîchage propices. Et donc la conjonction de ces deux facteurs fait que beaucoup de gens qui écrivent sur le sujet sont des professionnels qui, à plein temps, pratiquent ça dans des régions propices. Donc, quand on n'est pas professionnel, qu'on n'est pas à plein temps et qu'on est dans le Morvan, en fond de vallée, dans une région qui est tout sauf propice, on se heurte à des gros murs du réel, quoi, qui est que l'hiver, il y a du gel 150 jours par an et qu'on n'a pas le temps de tout faire tout bien. Et donc, il faut essayer d'apprendre à aller à l'essentiel. Et donc, la conjonction d'admettre les échecs, d'essayer de réfléchir sur pourquoi ça n'a pas marché, d'essayer de trouver aussi, et heureusement il y en a de la littérature de gens qui ont écrit sur d'autres modèles, sur d'autres climats, sur d'autres façons de faire, font qu'on est arrivé à stabiliser une production assez satisfaisante, à arrêter certaines choses qui ne marchent pas, à faire des choses de manière intermittente. Et aujourd'hui, c'est ce que je dis dans l'article,
On produit, bon an, mal an, 500-600 kilos de légumes, ce qui est plutôt pas mal. Mhm. De 30 à 300 kilos de fruits selon les caprices de la nature. Hein, ça va de 1 à 10 selon les années. Et puis, on produit une tonne de céréales pour l'alimentation animale, ce qui est plutôt pas mal finalement. On produit, je sais pas, une 12, 15, 20 volailles de chair tous les ans. On est autonome en œufs et de temps en temps, on en distribue un peu à droite à gauche. Donc Voilà, c'est déjà, ce qu'on rien que sur produit. les légumes, vous êtes à plus d'1,5 kg par jour, Ouais, ce qui ouais, est un ouais. peu, enfin, il me semble, au-delà des besoins d'une famille quand même. À Euh, 4, oui. Alors après, voilà, c'est lissé sur l'année. Hein. hum, Mais globalement, oui, on est à peu près à 1,5 kg disponible par jour sorti de terre. Ce qui veut hum, dire qu'à la fin, ce qu'il faut aussi rappeler aux gens, c'est ce que je dis dans l'article, c'est que 1 kg de carottes sorties de terre, c'est 800 grammes de carottes qu'on mange. Hein. Parce que il y a celles qui sont pourries, celles qui on enlève les fans, on les épluche, on trie, on enlève la terre, etc., etc. Et à la fin, il y a 20-25% de pertes qui ne sont hum. pas souvent comptés par les gens qui font des projections de rendement ou autres. On perd beaucoup quand on produit soi-même. Du jardin jusqu'à l'assiette et à l'estomac, il y a un quart de perte. Donc, il faut le factoriser. Mais effectivement, ce kilo 5 de légumes par jour, à 4, sachant qu'on a 2 gosses qui, comme tous les gosses, pour leur faire manger des légumes, c'est pas facile tous les jours. Effectivement, on se fait qu'on est autonome en légumes. Et le fait de nous être concentrés sur l'essentiel nous permet de ne pas y passer tout notre temps. C'est ce que je dis dans l'article. Comme on a une région assez froide qui a des périodes de gel très prolongées, souvent en mai, juin, on est à la jonction, à la jointure entre l'ancienne récolte et la nouvelle. Donc il y a quelques productions qu'on achète. Donc on achète en mai, juin un petit peu de tomates locales, souvent 2-3 carottes, enfin voilà, ou 1 ou 2 poireaux parce qu'on n'a pas réussi à finir l'année et puis que la nouvelle récolte n'est pas encore là. Donc il y a la période de jointure qui historiquement a toujours été présente dans les sociétés de la paysannerie dans ces mois-là, hein, parce qu'on n'arrive pas forcément à faire l'année avec le stock. Et puis, on achète ce qu'on produit vraiment, ce qu'on consomme de manière très anecdotique. Donc, c'est ce que je dis. Je ne peux pas faire de choux romanesco chez nous parce que le climat s'y prête pas. On mange 2 choux romanesco par an, on les achète. Voilà. Bon. Et puis, on achète beaucoup de fruits parce que par ailleurs, on n'arrive pas encore avec nos vergers à produire suffisamment de fruits pour notre consommation. Nos gosses bouffent beaucoup de fruits. Donc, on achète des fruits aussi à la coopérative bio locale. Quoi. Et voilà. Qu'est-ce que vous produisez en hiver quand même, malgré les conditions, et qu'est-ce que vous produisez en été? Alors, on produit globalement en hiver, dans le jardin, là, en ce moment, physiquement en terre, il reste que des poireaux. Parce que c'est à peu près le seul truc qui vit bien en terre toute l'année. Ici, les températures, même si le changement climatique est déjà là, les températures restent quand même très froides l'hiver. Hein. Les 2 premières années, quand on a acheté ici en 2009-2010, on a eu moins 26 l'hiver. Moins 26, c'est vraiment froid. Quoi. Tu poses un verre dehors, tu vois le verre qui gèle presque à vue d'œil en quelques minutes ton verre gelé. Là, ça fait quelques années, on n'a plus ces températures-là. Clairement, on a franchi un palier climatique. Là, il fait moins 9, moins 10 l'hiver. Cette année, on a déjà eu moins 7. Voilà, c'est quand même froid. Les poireaux tiennent. Et puis, j'ai fait un cellier avec du sable humide dans lequel on stocke de la betterave et des carottes, des pommes de terre. On a de l'échalote, de l'ail aussi qu'on a stocké. Donc ça, c'est nos légumes de base d'hiver. Voilà, ail, échalote, poireaux, carottes, pommes de terre, betterave. Avec ça, on fait la morte saison. Puis Vous quand on tenez, a vous eu une tenez bonne... comme ça avec des légumes d'hiver Avec des légumes d'hiver. plus de 4-5 mois. Rutabaga aussi, j'en ai encore un peu cette année. Mm. Navets. Dans le jardin, sous des petites serres aussi, je fais un peu de verdure. Alors ça, j'en parle pas forcément parce que ça n'a pas un gros apport calorique, mais c'est satisfaisant. J'ai des mini-serres avec des voiles sous lesquelles je fais un peu d'épinards, un petit peu de salade, un peu de coriandre, des choses histoire d'avoir un peu de verdure à mettre dans les assiettes. Ça tient bon an mal an tout l'hiver. Et ça permet d'avoir quelque chose qui rend un peu plus appétissant tout le reste. Et donc l'été, bon, j'imagine que c'est pas non plus la fiesta aubergine et que sais-je, mais, Non, non. mais j'imagine que c'est quand même moins contraint. Non, alors clairement, l'été, après 10 ans d'échecs, j'ai renoncé à l'aubergine et au poivron. C'est en fond de vallée fraîche. Ça a beaucoup d'avantages d'être en fond de vallée fraîche en plein été parce que les canicules extrêmement dures qui ruinent tous les jardins de coteaux dans le coin, nous, on survit à peu près pendant les mois les plus secs avec une terre qui reste relativement fraîche. Donc pour tout ce qui est légumes racines, c'est bien. Hein, les carottes et les betteraves poussent.
Par contre, la fraîcheur du soir fait qu'on n'a pas d'aubergines et de poivrons, mais sous serre, on arrive à faire maintenant 40-50 kilos de tomates les bonnes années, donc oui, ça marche. D'accord. Et je fais aussi dans mon jardin beaucoup de maïs à polenta, donc de grains durs, de variétés anciennes, que je cultive comme une plante potagère sarclée. C'est ce que j'explique dans mon article. Les céréales sont très importantes pour l'alimentation parce qu'elles apportent beaucoup de calories. Et donc, en été, je fais du maïs en grains et des haricots secs, qui sont aussi donc, un protéagineux, pas une céréale, qui apporte beaucoup de calories et de protéines. Des haricots grimpants secs et du maïs qui apportent beaucoup de calories à peu de poids. Je fais 35-40 kilos de maïs en grains tous les ans, ce qui fait voilà, une trentaine de kilos de polenta moulu. Donc ça fait, on fait une tournée de polenta par semaine à peu près, quoi. Ce qui est assez roboratif, ce qui est plutôt bon en plus, dans le jardin. Okay. Et puis des haricots secs qui permettent de faire du minestrone, des pâtés de haricots, etc. avec beaucoup de protéines, ce qui permet de faire en sorte qu'on ne soit pas des gros mangeurs de viande. On a tendance à manger de la viande tous les jours, mais très peu en fait. En se disant, on a une approche, on met un petit peu de viande pour donner du goût aux légumes et pas l'inverse. On fait un petit pot-au-feu avec beaucoup de légumes, quitte à en manger souvent. On achète très peu de bœuf. Il est plutôt local, il vient de vaches qui ont grandi dans les prés du coin et qui sont abattues dans le coin. Voilà, on met un petit peu de bœuf une fois ou deux par mois, et puis le reste du temps, on a nos volailles, on a nos cochons, et voilà, on mange comme ça un petit peu de viande. Une question par laquelle on aurait d'ailleurs pu commencer, mais c'est aussi l'occasion peut-être de porter un peu ton regard sur le monde en général, mais pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi chacun vit sa propre vie, c'est compliqué, mais on a avec mon épouse un certain nombre de convictions qui sont à la fois des convictions philosophiques, éthiques, des préoccupations sur le monde, un besoin de cohérence. Voilà, tout ça, c'est pourquoi ma vie. Pourquoi on fait ça? D'abord et avant tout, parce que ça nous plaît. C'est-à-dire que c'est une vie qu'on a envie de mener. C'est-à-dire que ce n'est pas un choix subi, ce n'est pas une prise de conscience qui nous amène des chaînes aux pieds à nous dire on va se tourner vers cette vie-là parce que de toute façon c'est foutu, on n'a pas le choix. Non, c'est un choix de vie parce qu'on a envie de vivre ça. On a eu envie de vivre à la campagne, de fonder notre famille à la campagne. Nos enfants sont nés ici à l'hôpital du coin. On ne se voyait pas les élever en ville. Et donc on a envie de vivre cette vie où on est, c'est pas le retour à la terre, même si sur le plan anthropologique, on a tous été paysans il y a 3 générations. Donc effectivement, c'est une forme de retour, mais on est dans cette vie où on est un peu plus connecté à notre alimentation pour avoir une meilleure conscience de d'où vient ce qu'on mange, qu'est-ce que ça implique en termes de choix, de travail, d'action, d'énergie. Cette nourriture qui est là, elle ne vient pas d'une barquette via une longue chaîne transformée. On achète de la nourriture transformée, on fait une partie de nos courses dans les supermarchés. Mais le plus possible, elle vient de notre environnement proche, de notre ferme, des producteurs locaux qu'on connaît, qu'on voit travailler, avec lesquels on travaille pour certains. Et donc, on a cette conviction de se dire, cette vie-là, d'abord, elle nous plaît et elle nous remplit de joie, malgré ses difficultés. D'abord et avant tout, c'est parce qu'on a envie. Après, c'est aussi parce qu'on pense que dans le futur, et c'est une de mes convictions fortes, le modèle de la métropole et de l'humanité qui s'entasse dans les villes, c'est un modèle qui aura une fin. C'est-à-dire que cette concentration qu'on nous présente comme inéluctable et peu questionnée de l'humanité qui s'entasse en ville, moi, sur le long terme, j'y crois pas. Et je pense qu'on a vocation à envoyer, renvoyer, remettre des gens le plus possible dans zone rurale. Ça ne veut pas dire que tout le monde deviendra et doit devenir agriculteur à temps plein. Ça veut dire qu'il faut qu'on recrée une société néo-paysanne, donc de pays, de gens qui principalement ont leur activité et leur vie dans un hameau qui est connecté à un village, qui est un peu connecté à une petite ville pas trop loin, mais que finalement, on s'organise dans un bassin de vie de 10-15 km autour de nous et qu'on réapprenne à y trouver l'essentiel de notre quotidien, d'alimentation, de culture, de loisirs, de sociabilité, d'énergie, etc. Voilà. Donc, voilà. On a des convictions aussi autour de l'écologie qui consistent à se dire il faut à la fois préserver une biodiversité qui est unique, qui est la biodiversité qui est née
de la longue installation d'une société humaine en France dans un paysage de bocage et de forêt, où on n'a pas un écosystème qui évolue de manière libre depuis 5000 ans, on a un écosystème qui, depuis 5000 ans, évolue avec nous. Il a créé une biodiversité assez spécifique que depuis 70 ans, on s'ingénie à effondrer, malheureusement. Mais on pense qu'il faut préserver cette biodiversité-là, pas en la laissant en friche sans l'homme, mais en essayant de recréer, de créer de manière moderne, avec les acquis de la science, un lien d'interaction, d'équilibre, mais d'équilibre dans des déséquilibres qui sont permanents, en fait, où on est toujours en train de corriger un truc, et c'est normal, la nature aussi corrige sans cesse des choses, pour vivre de manière la plus durable possible dans ce milieu-là. Donc c'est aussi une conviction forte de essayer de faire le moins de mal possible, d'abord à notre environnement, à la planète aussi, bien sûr, mais d'abord à ces 15 kilomètres qui sont autour de nous, pas en se défaussant sur le reste de la planète, mais en étant cohérent finalement de bout en bout. Donc voilà, on est là aussi pour participer à cette dynamique locale, participer à une dynamique qui est humaine aussi, parce qu'on est actif avec les associations locales. J'ai eu la chance de faire un mandat comme conseiller municipal de mon village. Donc voilà, on est aussi actif socialement. Donc on est dans ces convictions-là. On est là parce que ça nous plaît, parce qu'on pense que c'est bon pour nous, que c'est bon pour la planète, que c'est bon pour l'avenir de nos enfants, et que c'est un mode et un choix de vie qui, dans l'avenir incertain et probablement difficile qui nous attend, sera un choix de vie assez sécurisant. On n'est pas du tout dans l'approche preppers, catastrophique, mon Dieu, tout va s'effondrer. Cela dit, on anticipe le fait qu'on pourrait avoir à traverser des crises graves, et c'est intéressant parce qu'on a vécu le premier confinement de manière finalement assez sereine, au sens où on a l'habitude, nous, de faire des stocks, on a l'habitude d'être potentiellement à se dire on va quand même pas faire 50 km juste parce qu'il nous manque une boîte de sardines. Donc, on a l'habitude de planifier, de stocker, d'avoir un peu de résilience. Il arrive qu'on ait des pannes électriques très prolongées en campagne. On a déjà eu 15 ou 20 heures, je crois, de coupure de courant. Donc, ça veut dire qu'on apprend à savoir vivre sans. Pour les choses les plus essentielles, à avoir des systèmes de backup. Et donc, on a vécu ce premier confinement. Voilà, on a fait l'école à la maison, on s'est occupé de la ferme. On n'a plus bougé, mais on était assez serein dans notre capacité à vivre ces moments de crise-là à la campagne, dans ce monde paysan. J'entends tout à fait cette question de préparation et adaptation à un monde, on va dire, de plus en plus contraint, sans forcément parler d'effondrement, c'est pas la peine. Il y a beaucoup de variables qui vont faire que le monde pourrait être de plus en plus contraint, que ce soit énergétique, écologique, mais aussi politique, social, économique, technologique et évidemment climatique. Sur cet aspect adaptation au changement climatique, alors bon, t'as pas forcément 30-40 ans de recul proche de la nature pour avoir vu les choses autour de toi évoluer. Néanmoins, depuis 7 ans, bon, les canicules l'été sont devenues un peu la norme, entre autres effets. Qu'est-ce que toi tu observes? Je pense que tu es aussi sensible à la question des arbres. Et aussi, qu'est-ce que tu anticipes sur les, on va dire, ne serait-ce que 10-20 ans à venir en termes de nécessité d'adaptation au changement climatique et de levier d'action et d'aménagement possible, plutôt à ta petite échelle, en tant que... Ouais, en tant qu'individu, ouais. En tant qu'individu. Moi, je crois que c'est assez spectaculaire ce qu'on vit dans le Morvan et dans les campagnes françaises. Et je ne pense pas qu'effectivement les gens dans les grandes métropoles en aient vraiment conscience. Parce que pour l'instant, les supermarchés tournent et la chaîne agroalimentaire tourne. Mais il y a vraiment eu, on est dans ces moments de rupture. Il y a vraiment une rupture climatique. Et quand on en parle effectivement aux gens qui sont là depuis longtemps, voire très très longtemps, on a vraiment passé une marche. Comme je te le disais, quand on est arrivé en 2009, il faisait moins 26 l'hiver. On a acheté une ferme en fond de vallée avec des prix en fond de vallée. Quand on en parlait, personne ne voulait des prix en fond de vallée parce que c'est des prés humides, ça gèle longtemps, l'humidité stagne. Voilà. Ces dernières années, il n'y a que mes prés qui sont verts pendant l'été. Parce que c'est les derniers endroits où il reste de l'eau. Et quand on regarde effectivement des pays comme l'Anatolie ou comme l'Asie centrale, c'est ça. Les gens se remettent en fond de vallée parce qu'il fait vert. Donc pour simplifier, c'est ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on est en train de changer de zone climatique. On ne s'achemine pas vers le climat de Séville, malheureusement, mais plutôt vers le climat de Tashkent. C'est-à-dire qu'on aura toujours froid l'hiver, mais
la sécheresse est quelque chose qui est de plus en plus prégnant ici, beaucoup plus que la chaleur. La Tachkent, pardon, conjonction, c'est l'Ouzbékistan. Non, Tachkent. oui, c'est ça, hein, c'est Tachkent. Je ne vais pas dire de bêtises devant une caméra. Tachkent, c'est l'Ouzbékistan, c'est ça. Oui, oui, voilà. Oui, oui. Non, non, c'est pour situer. Donc, Asie centrale, peu importe, pardon, je Voilà. t'interromps pour pas grand-chose. Et ce qui est intéressant, c'est que le Morvan, historiquement, c'est un château d'eau. C'est-à-dire que c'est une espèce de socle granitique qui est à mi-chemin entre Paris et Lyon. Et donc, quand on trace une droite vers l'ouest, c'est le premier massif montagneux jusqu'à la côte atlantique. Sur ce endroit-là. Donc, c'est un endroit qui arrête les nuages traditionnellement et donc qui est un château d'eau, avec beaucoup d'eau. Ces dernières années, l'eau s'amenuise. Parce que quand même, les nuages font des bornes depuis la côte atlantique jusque chez nous, donc ils perdent un peu d'eau en route, et il y en a de moins en moins. La circulation d'ouest, qui était régulière, se perturbe. L'irrégularité du régime des pluies s'accentue. Et vraiment, on arrive à des moments où on a de moins en moins d'eau. Et historiquement, un pays qui était assez arrosé devient un pays avec des temps de sécheresse. Or, le Morvan, c'est un pays granitique avec des sols très superficiels, donc qui sont tout petits, qui ont des taux de matières organiques qui ne sont pas énormes parce que historiquement, l'agriculture n'a pas été très, très bonne qualité dans ces régions-là. Donc, des sols très superficiels qui sèchent très vite. Il n'y a pas de nappe phréatique très profonde. On a des eaux de surface qui ruissellent extrêmement vite. Et donc, pour la première fois cette année, il y a des sources qui se sont taries que jamais personne dans le village n'avait vu tarir. Il y a des cours d'eau qui se sont taris. On a une rivière qui passe au bout de notre jardin. L'an dernier, pour la première fois, elle a été à sec pendant 2 jours. Cette année, elle a été à sec pendant presque un mois. Donc, on a vraiment ce phénomène-là où le pays s'assèche. Et on le voit sur les coteaux. Les arbres commencent à souffrir. Quand on est arrivé en 2009-2010, les forestiers nous disaient qu'ils voyaient mourir les arbres de la sécheresse de 2003. C'est-à-dire qu'un arbre qui se prend une grosse sécheresse, il va mettre 7, 8, 10 ans à en mourir parce que les mécanismes internes de l'arbre ont été durablement attaqués par la sécheresse, mais il va quand même, pendant quelques années, poursuivre un cycle végétatif, mais qui va être de plus en plus faible et il va mourir. Et là, ce qu'on anticipe, c'est que depuis 2 ans, les coups de chaud extrêmement durables vont attaquer une grande partie des forêts. Le Morvan, c'est un massif qui est à moitié forestier. Il y a sur la superficie du parc naturel régional du Morvan, il y a une moitié de forêt. Sur cette moitié de forêt, c'est à peu près une moitié de résineux et une moitié de feuillus. Beaucoup d'arbres qui vont mourir, notamment le hêtre, qui était une essence qui était emblématique de ce massif. C'est une essence qui a besoin d'eau. Dans les 15-20 ans qui viennent, le hêtre en Morvan, il risque de dépérir et de mourir. On le voit sur des coteaux entiers dans le sud Morvan qui est un peu plus sec. Voilà. La forêt recule et on est dans cette situation où on va vers un climat qui, à mon avis, va être un climat d'Asie centrale, où on va aller de plus en plus vers un manque d'eau, des périodes de chaleur longues où on va devoir redescendre dans les vallées. On le voit sur l'élevage bovin. Bon, je vais arriver à la partie comment est-ce qu'on s'y adapte. Le Morvan est une région qui, après la Seconde Guerre mondiale, comme toutes les régions françaises, a été spécialisée dans son agriculture. On a dit il faut des avantages comparatifs, on va spécialiser tout le monde. Le Morvan, on a dit aux éleveurs, vous allez devenir éleveurs spécialisés dans les veaux broutards. C'est-à-dire, vous allez produire des veaux, vous ne les engraisserez pas, vous ne produirez pas de bœuf, vous ne produirez que des veaux que vous allez vendre à des régions qui sont plus propices pour l'engraissement avec le transport. Et donc, les éleveurs de la région, 90% peut-être de l'activité agricole, c'est produire du veau broutard. Ce veau broutard, il a besoin de prairies permanentes pour grandir sous la mer ces premières semaines, ces premiers mois, alimenté par une vache qui va faire son lait en broutant dans la prairie et avec un peu de foin. Et pour que le système soit rentable, il faut que les agriculteurs ils achètent le moins de choses possible ailleurs, quoi. Sachant qu'ils n'ont pas à faire la phase d'engraissement, ils n'ont pas trop besoin de protéines. Enfin, quand même, au début de sa vie, le veau, il a besoin d'un peu de nourriture. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'à partir de juillet, depuis quelques années, on n'a plus d'eau jusque fin septembre, fin octobre. Donc, on a une saison sèche qui s'installe de 4-5 mois, ce qui, pour les prairies, est un désastre. Et où, effectivement, il n'y a plus qu'en fond de vallée qu'on arrive à avoir un peu de verdure, dans des prés qui, historiquement, n'étaient pas les plus recherchés. Et les coteaux se déplument de leurs prés, ils s'assèchent. Et pour l'instant, ce qu'on voit, c'est un redémarrage de la prairie en automne à la faveur des pluies, mais pas un redémarrage des pieds d'herbe, des prairies permanentes, mais un redémarrage du stock de graines. Parce que il y a du stock de graines naturel, donc les prairies repoussent, mais de manière de plus en plus irrégulière. Et tout ça aura une fin, parce que le stock de graines d'une prairie qui est broutée tous les ans, il finit par s'épuiser.
Et donc, voilà, on va certainement vers une difficulté croissante des éleveurs qui auront de plus en plus de mal à produire ces veaux-là et à maintenir leur activité d'élevage. Nous, en tant que famille, face à cette pénurie, sachant qu'on a besoin d'eau pour arroser un peu le jardin, déjà, on essaye de conserver l'eau au maximum. Hein, donc, on met en œuvre toutes les techniques de paillage, où on essaie d'enrichir le sol en matière organique. On essaie de faire en sorte que le peu de sol qu'on a garde mieux l'eau et qu'il reste plus longtemps. Et puis, on a fait installer des citernes de récupération d'eau de pluie sur la toiture pour avoir 10 mètres cubes d'eau. L'an dernier, première année où j'ai eu ces citernes-là, sur les 10 000 litres, j'en ai pompé 2 000. Cette année, j'en ai pompé 8 000. Bon, voilà. Voilà. Peut-être qu'il faudra qu'on rajoute d'autres captations d'eau, mais en tout cas, pour ces territoires comme le Morvan, qui sont très superficiels et qui sèchent très vite, face à l'irrégularité du régime des pluies, il va falloir apprendre à faire des cultures d'hiver, parce que l'hiver, il y a des choses qui poussent, qui reçoivent les pluies d'hiver, et il y aura toujours une saison d'hiver. Heureusement, ça c'est lié à l'axe de la Terre, donc il pleuvra toujours un peu plus l'hiver. Mais tu vois, ce mois de novembre, je suis le relevé des pluies. Historiquement, la moyenne sur le Morvan, c'est 80 à 100 mm d'eau sur novembre. On en a eu 30 cette année. Décembre a l'air d'être un peu plus pluvieux, donc on espère rattraper un peu. Mais pour l'instant, les pluies depuis octobre sont à peu près à la limite des normales saisonnières. Donc on ne va pas rattraper ce qu'on a eu comme déficit cet été. Pendant le printemps, surtout, il n'a pas plu pendant des le semaines et printemps des a semaines. été radicalement sec. Heureusement que fin mai, on a eu de la pluie, ce qui a sauvé des récoltes de céréales ici. Mais jusqu'à mi-mai, il n'y avait pas une goutte d'eau et c'était une sécheresse qui était effrayante. Enfin, il y avait 3 brins de céréales qui essayaient de monter dans des sols secs. Et puis, miraculeusement, on a eu de l'eau. Mais voilà, comme c'était une culture d'hiver, elle avait quand même fait ses racines en hiver. Donc voilà, il faut faire des cultures d'hiver, il faut stocker de l'eau et il faut économiser l'eau. Et c'est une des choses, à mon avis, les plus importantes pour les territoires comme ceux-ci, ruraux, de réapprendre à vivre avec non pas une pénurie permanente d'eau, mais avec une très forte irrégularité du régime des pluies qui fera qu'à un moment, on aura peut-être trop d'eau, et il y aura toujours des zones inondées, et puis il y aura une saison sèche. Tout ce que j'ai pu lire, il n'est pas question globalement qu'il y ait moins d'eau qui tombe du ciel. Alors ça ne s'observe ni empiriquement, et ce n'est pas forcément ce qui est projeté pour l'avenir pour un pays comme la France. Donc il y aura toujours une même quantité d'eau qui tombe, mais effectivement, beaucoup plus qui tombe lorsque ça tombait déjà, et beaucoup moins qui tombe lorsque ça tombait déjà peu. Ce qui induit le risque de fortes pluies sur des sols frappés par des sécheresses, ce qui n'est pas bon. Donc ce que tu évoques, vas-y. Ce qui veut dire aussi qu'il y a certains écosystèmes qui ne s'adapteront pas. Et c'est vrai que quand j'ai fait mon article, j'ai un développement assez long pour dire, effectivement, il y a une importance fondamentale dans la sécurité alimentaire des plantes à graines, des céréales et des légumineuses, et surtout en culture d'hiver, parce qu'il y aura de l'eau l'hiver. Une des objections les plus importantes qui revient, c'est les gens qui me disent non, le plus important, c'est les arbres. Et donc, on me dit toujours, il faut tout miser sur le châtaignier, parce que le châtaignier, c'est l'arbre à pain, c'est formidable, la châtaigne, ça pousse vite. C'est vrai que le châtaignier, c'est une essence qui pousse vite, qui est quand même assez résiliente, qui est assez plastique, elle pousse plutôt bien dans les sols acides, elle tient bien sur des hivers froids, ce qu'elle n'aime pas, c'est les intersaisons bizarres. Bon, ça marche bien, le châtaignier. Le problème, c'est que le châtaignier, il est comme tous les arbres, il est vulnérable aux maladies, à la sécheresse. Et ce qu'il faut rappeler aux gens, c'est qu'un arbre, ça reste quand même un organisme fragile qui a besoin d'une certaine régularité climatique. Et la sylviculture, qui est quelque chose qu'on pratique en France depuis plus de 1000 ans, c'était jusqu'à il y a 10 ans le domaine de l'hyper-régularité. Une fois qu'on avait compris les caractéristiques d'une station, c'est-à-dire d'un endroit, un bout de lopin de terre, une fois qu'on avait compris ces caractéristiques en termes de pluie, en termes de sol, en termes de température, en termes d'exposition au vent et à la lumière, on savait quel arbre planter, on savait qui pousserait. Ce n'était pas à l'abri d'un accident climatique extrême type tempête, mais c'était plutôt rare quand même en France. Et donc, on mettait un arbre, on savait qu'il y aurait cet arbre. Et donc, en France, on a pu faire des forêts qui sont entièrement faites de la main de l'homme. Il n'y a pas une forêt libre en France depuis plus de 1000 ans. S'il y a autant de chênes en France, c'est parce que les humains ont coupé les hêtres pour pas que les hêtres gagnent sur les chênes. Et on savait que ça pousserait. Et aujourd'hui, on rentre dans une période où la sylviculture est dans l'incertitude. C'est-à-dire que le changement climatique est tellement rapide, et notamment cette irrégularité du régime des pluies est tellement forte, que les essences traditionnelles d'un climat qui était quand même assez d'influence océanique
elles ne vont pas tenir. Et quand on me dit mettez tout sur le châtaignier ou mettez tout sur le pommier ou mettez tout sur les arbres nourriciers, c'est quand même un risque énorme. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, un arbre qui produit des fruits qui se mangent, en dehors de tous les aspects sur la mécanisation de la récolte, sur sa transformation, sur sa conservation, ce qui est souvent plus galère que pour les plantes à graines, mais quoi qu'on fasse, il y en a pour 15 ans, à peu près. Hein. Des fois, c'est 10, des fois, c'est 20, mais autour de 15 ans pour qu'un arbre produise à peu près correctement ce qu'il doit produire. En une année, on peut tout perdre. Et donc, il faudrait attendre 15 ans avant que l'arbre pousse. Donc, ce que je dis aux gens, c'est ce que je fais moi, c'est le principe de base de l'agroforesterie, c'est planter des arbres autour de vos champs. Ne faites pas des champs d'arbres. Si vous misez tout sur les arbres, vous vous mettez à risque de manière colossale. Et moi, je trouve qu'il y a une dissonance cognitive entre des gens qui sont conscients du changement climatique et qui disent il faut changer de modèle agricole, il faut changer de civilisation, il faut anticiper ce changement climatique, et qui de l'autre disent on va tout miser sur des organismes qui reposent historiquement sur leur succès, sur la stabilité climatique qu'on a connue depuis des milliers d'années. Il faut être conscient qu'on rentre dans le domaine du changement brutal. Le changement brutal, ça suppose d'avoir des organismes et des modes de production, je suis désolé, court-termistes. Pour produire de manière fiable, souvent, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on arrête les arbres. Moi, je tiens beaucoup à ce qu'on plante beaucoup d'arbres, mais il ne faut pas tout miser dessus. Il faut que ça soit un complément. Et ce n'est pas un hasard, historiquement, si le châtaignier, c'est resté une essence de complément, de subsistance dans les régions pauvres, précisément parce qu'il était aléatoire, il n'était pas mécanisable, il est bourré de châtaignier, il est bourré de qualité, le châtaignier, mais ce n'est pas la solution. Quelles sont les autres objections à ton article dont tu as à souvenir? Alors, ton article date il y a quand même 2 mois, je pense. Il a pas mal circulé, hein, Jean-Marc Jancovici l'a partagé sur Facebook, sur LinkedIn. Enfin, il a pas mal tourné. Ouais, c'était mon quart d'heure de gloire. Déjà, je suis très content parce que non, je suis vraiment très content parce que j'ai eu quand même une immense majorité de retours très positifs, à la fois de cette grande communauté de pensée alternative, permaculture et autres, et puis du monde agricole, des professionnels, entre guillemets, du quotidien de l'agriculture. Parce que j'essaye de faire un peu les deux. J'ai assez peu, finalement, d'interdits éthiques ou moraux. C'est-à-dire que je m'interdis tout ce qui est grand domaine des pesticides complexes. C'est-à-dire que, globalement, mon seul insecticide, c'est de l'huile de colza, où je pulvérise très modérément. Je ne mets pas de pesticides organochlorés, je ne mets pas de ces trucs-là. Je m'interdis pas complètement les engrais chimiques, au sens où je me dis, si une année, pour démarrer un peu la céréale au printemps, j'ai besoin de mettre une poignée d'ammonitrate dans mon champ, je la mettrai. Pour l'instant, ce n'est pas arrivé. J'ai fait avec du fumier de poule séché ou avec des fumiers de ferme qu'on m'a livré. Mais voilà, j'essaye d'avoir vraiment le moins d'intrants chimiques lourds possible. Dans mon jardin, je mets du fumier de poule, je mets de la cendre de bois, je mets ce genre de choses. Pourquoi tu désherbes à la main? Je désherbe à la main avec une roue maraîchère, avec une sarclette. Je paille aussi, ça limite le désherbage. Il faut quand même beaucoup désherber quand même. Dans le champ, j'ai des outils de travail superficiel du sol pour essayer de préparer au mieux le champ de céréales. Et puis, les céréales diverses sont très concurrentielles. Quand je mets ce qu'on appelle un métail, donc un mélange où il y a plusieurs céréales, du triticale, de l'orge, du blé, de l'avoine. Je mets des pois aussi pour avoir un peu de protéines. Tout ça pousse vite et assez concurrentiel, même si j'ai encore beaucoup de chiens-dents. Voilà. Après, j'ai un problème de chiens-dents sur un peu de mon champ. Je ne m'interdis pas, peut-être un jour, si les conditions s'y prêtent, de mettre un peu de Roundup sur la zone où j'ai le chien-dent, parce que c'est vraiment un des seuls moyens qu'on a de détruire cette plante de manière définitive. Mais voilà, donc, je ne suis pas dans le jugement définitif des gens qui ont recours à ces pratiques-là. Je discute avec les agriculteurs du coin et il y en a de plus en plus qui réduisent, qui essayent de mettre moins de produits, d'abord parce que c'est cher, ils sont inquiets pour leur santé, et qui essayent de faire un peu différemment, mais finalement sans avoir une approche théologique de dire « je m'interdis ça parce que c'est le mal ». Une charrue, je m'en sers de temps en temps en la réglant au mieux pour faire le moins de mal possible à mon sol, mais je ne m'interdis pas la charrue par principe parce que ça serait théologiquement le mal. Voilà. C'est ça, je pense, qui était important aussi de préciser, parce que certaines critiques pouvaient dire bon ok, super, le néo-rural qui vient de débarquer, qui apprend la vie, alors que nous on est là depuis des décennies, qui découvre qu'il y a besoin de céréales pour se nourrir, ce qui n'était pas le message de ton article. Ils l'ont interprété comme ça, mais je pense que ce qui est important de préciser, c'est que tu viens pas apprendre la vie aux gens, tu t'insères et tu discutes avec les gens qui sont là depuis plus longtemps, et tu te positionnes, tu essaies d'apporter quelque chose tout en apprenant.
moi, je trouve que on a une expérience de vie qui est très intéressante ici parce que, au final, on s'entend très bien avec les agriculteurs du coin. Et les moments qu'on a d'opposition, d'incompréhension ou de désaccord, ils sont le plus souvent avec d'autres néo-ruraux qui sont soit dans l'esprit résidence secondaire, ce qu'on veut, c'est une espèce de campagne mythifiée sous cloche paysagère avec 3 chevaux dans des prés où il ne se passe rien, où il y a le moins de bruit possible, ou alors avec des gens qui sont extrêmement militants, dire il faut plus d'élevage, il faut plus manger de viande, il faut surtout pas d'engrais chimiques, pas de pesticides, pas de tracteurs, pas de. Voilà. Et donc, c'est avec ces situations-là qu'on a des désaccords, alors que les agriculteurs qui essayent d'améliorer leurs pratiques et avec lesquels on échange au quotidien, finalement, on s'entend plutôt bien, ce qui ne fait pas de nous des suppôts de Monsanto, d'ailleurs, ou de Bayer, hein, mais juste des gens qui sont dans une société paysanne avec beaucoup d'interactions et où bah, voilà, on échange, on vit, on trouve des moyens de s'arranger. Moi, j'ai un ami agriculteur avec qui je travaille, avec qui on s'échange quelques services. Je lui donne une coupe de foin sur un de mes prés, en échange de quoi il vient avec sa vieille moissonneuse-batteuse rafistolée moissonner mon champ. Voilà, c'est aussi des échanges de sociétés rurales. Alors certes, on ne moissonne pas les céréales à la main. Cela dit, j'encourage tous les gens à essayer de faire le truc, hein, de faire 2 mètres carrés de céréales à la main, et puis de regarder après le demi-hectare et de se dire comment on fait. Bon, voilà, c'est pour ça que le maïs, c'est la seule céréale, c'est une des raisons pour lesquelles j'en fais, parce que c'est la céréale qui, depuis sa plantation jusqu'à sa moisson, peut se faire à la main avec juste comme outil une houe. Donc, c'est aussi intéressant. Souvent, le maïs, il n'a pas de bonne presse chez les écolos et les néo-ruraux en France, parce qu'on dit maïs, irrigation, mon Dieu, c'est horrible. Alors que ce n'est pas vrai. Un aparté sur le maïs, il faut à peu près, je n'ai plus les chiffres exacts en tête, donc pitié, pardon si je me gourre, mais de mémoire, il faut à peu près 500 litres d'eau pour faire 1 kilo de blé et 400 litres d'eau pour faire 1 kilo de maïs. Simplement, le gros problème du maïs en France qui fait qu'il a besoin d'irrigation, c'est que c'est une plante de pays chaud qu'on plante en mai-juin et qui a besoin d'eau en juillet-août. Donc effectivement, c'est compliqué dans les zones sèches. Moi, comme j'ai des prés en fond de vallée qui restent humides, je plante un peu de maïs en fond de vallée. Et c'est une plante extrêmement plastique, le maïs, qui arrive à produire de manière presque linéaire en fonction des conditions qu'elle subit. Donc même si elle a un tout petit peu d'eau, elle fera toujours un tout petit peu de récolte. Alors que certaines céréales, si elles n'ont pas leur quota d'eau, elles ne feront rien. Ça va tomber à zéro. Donc le maïs, il y a toujours un peu un truc. C'est pour ça que c'est une plante qui a été faite par les Amérindiens, même dans des régions très hostiles. Hein. Les Indiens Hopi, ils plantent du maïs dans le désert de l'Arizona, ils ont des grains. Donc c'est une plante, mais c'est des maïs à grains durs. Ce n'est pas les maïs du sud-ouest qui sont irrigués, génétiquement modifiés, qui produisent bien, qui valorisent bien, tout ça. Mais voilà, il y a quelques variétés de maïs productives, soit d'Amérique du Nord, soit d'Italie ou des Pyrénées, qui sont des maïs qui se pollinisent naturellement et qui produisent un peu de grains de manière fiable à la main, devant chez soi, quoi. C'est aussi ça qui permet un peu une résilience. Alors, dans les objections que j'ai souvent, je t'en ai parlé, il y a les arbres, donc ça, on en a parlé. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit aussi, oui, mais ça ne sert à rien de vouloir être autosuffisant parce qu'on ne sera jamais tout seul, il faut faire du troc. Et si tu produis plein de légumes, tu les échangeras contre tout le reste. Historiquement, ça n'a jamais été vrai. C'est-à-dire que, comme je suis historien de formation, j'ai toujours tendance à me dire, OK, cette société paysanne mythifiée, comment est-ce qu'elle marchait avant? Il y a de plus en plus de littérature sur le sujet. J'incite les gens à lire cet excellent bouquin, je n'ai pas d'action dedans, qui s'appelle L'histoire du monde au XIXe siècle, sous la direction de Pierre Singaravelou, chez Fayard, qui explique notamment la grande transformation de la société paysanne au XIXe siècle. Être agriculteur spécialiste, ça n'a jamais été le quotidien des Européens jusqu'à la fin du XIXe siècle. On a spécialisé les gens dans l'agriculture très tard. Jusque fin 19e, tout le monde était paysan, artisan, ouvrier, soldat, marchand. Tout le monde faisait de l'agriculture et autre chose. Il y avait quelques spécialistes dans des grands domaines agricoles qui exportaient des surplus vers les villes, mais l'agriculture du quotidien, c'était une agriculture de polyactifs qui faisait plein de choses. Encore un bon tiers de la population française dans les années 60, je pense. Donc c'est... Voilà. Oui, tout à fait. Et 1 500 000 dans les années 80 et moins de 500 000 maintenant. Enfin voilà, on surspécialise de plus en plus. On est encore là-dedans. Et c'est très bien de se dire, tu vas surproduire plein de légumes et puis comme ça, tu les échangeras contre tout le reste. Mais d'abord, si tout le monde se dit ça sur le territoire, ça ne marchera pas. Et globalement,
c'est ce qu'il faut aussi dire aux gens, produire 3-4 légumes devant chez soi, c'est pas dur, quoi. Donc, les gens qui auront les ressources de céréales, de protéagineux, de viande, d'œufs, de lait, de choses qui sont compliquées à produire, ils n'ont aucun intérêt à les échanger contre 3 carottes. Produire des légumes devant chez soi, ça devrait être la base de chaque famille rurale ou néo-rurale, de se dire, OK, j'ai forcément besoin de produire, peut-être pas 600 kilos comme nous tous les ans, mais de produire quelques dizaines, quelques centaines de kilos de légumes chez soi. C'est pas dur et ça devrait être le quotidien de chacun. Et on ne peut pas faire reposer l'autosuffisance alimentaire sur ça, parce que c'est un des points qui est les plus importants dans mon article, c'est ces 600 kilos de légumes qu'on produit, c'est 10% de nos besoins en calories. Alors, on m'a beaucoup dit, oui, mais il ne faut pas s'arrêter à une approche calorique de l'alimentation. C'est tout à fait vrai. Parce que si on mange que des calories, on mange mal. Les légumes frais nous permettent de bien manger, d'avoir notre apport en vitamines, en sels minéraux, en satisfaction gustative, en tout ce qu'on veut. N'empêche qu'à la base de l'alimentation, il y a les calories. Et par ailleurs, plus on est actif physiquement, plus on a besoin de calories. Calcul de la FAO, c'est dès qu'on a une activité physique, notamment agricole, vraiment physique, où on est 6-8 heures par jour dehors en train de bouger, c'est 50% de calories en plus. C'est pas rien, quoi. On passe à 3000 calories par individu, quoi. Ces calories-là, elles ne viennent pas des fruits et des légumes. Très peu. Moi, il y a plein de gens qui m'ont fait cette objection et qui m'ont cité ce type, dont je ne me rappelle jamais le nom, qui est un genre d'écolo alternatif américain, qui, pendant un an, s'est nourri que des trucs de son jardin. Il dit, bah voilà, moi, puis qui se balade tout le temps, qui a très peu de possessions, qui est un type très populaire sur le web, et qui a publié pendant 300 jours ce qu'il a mangé. Et en fait, on se rend compte de quoi? On se rend compte que ce mec-là, il vit en zone subtropicale aux États-Unis, et donc il mange toute la journée de la papaye et de la noix de coco, c'est-à-dire des aliments qui sont sur des arbres qui produisent toute l'année des fruits qui sont hyper caloriques. Donc, ok, c'est facile dans certaines conditions. Oui, c'est vrai, il y a certains biotopes où globalement, l'homme a pu vivre en se penchant et en prenant, et ça marche. Ça n'est pas, en tout cas dans le territoire métropolitain français, ça n'est pas possible. Et les fruits et les légumes qu'on peut faire pousser en maraîchage en France, dans un jardin, ben, ça va arriver à 5, 10, 15, 20% peut-être de nos besoins en calories, c'est tout. Après, il faut autre chose. Donc, une des objections souvent qu'on lit, c'est oui, il y a besoin que quelques dizaines de mètres carrés pour être autosuffisant. Alors, on me dit oui, il faut faire de la verticalité, produire des machins, des trucs. Il y a des gens qui disent il faut 60, 100 mètres carrés pour être autonome sur le plan alimentaire. Moi, je suis désolé, c'est physiquement impossible. Et l'agriculture urbaine, ça ne sert qu'à produire des produits frais près des villes, ce qui est formidable. Mais globalement, l'alimentation, elle doit d'abord reposer sur un certain nombre de calories qu'on apporte. Donc, c'est ce que j'ai calculé, parce que par ailleurs, comme on a des pertes qu'il faut stocker, qu'il faut être prévoyant, qu'il faut prévoir les maladies, les accidents, les grossesses, les problèmes, la solidarité avec les autres, bah, il faut un bon million de calories par personne et par an. Et ben, dans les patates, il n'y en a pas tant que ça finalement quand même. Donc voilà, effectivement, je comprends qu'il faut bien manger, mais il faut quand même suffisamment manger. Et donc ça, c'est une des objections que j'ai eues sur il ne faut pas s'arrêter là. Oui, mais ça commence par là. On ne peut pas les échanger parce que si tout le monde en fait, voilà. Donc c'est les objections quand même que j'ai eues qui sont les plus fréquentes. Après, il y en a qui m'ont dit que j'étais nul et que je pourrais produire 10 fois plus. Peut-être. On me l'a dit sur certains groupes, oui, le type, il est pas très bon. Moi, rien que la première année, je produisais 10 fois plus. Bon, peut-être. Globalement, moi, par rapport à quand on se compare, il faut regarder ce que les autres font, quoi. Moi, je suis à peu près. Alors, je ne vais pas faire de bêtises. Il ne faut jamais faire de maths en public. Mais je suis à peu près à 8 ou 10 tonnes d'équivalent légumes par hectare et par an. D'accord. Les pros du bec et loin, ils sont à 30, 40 en permaculture. Allez, 50 pour les top moumoutes de la permaculture. Donc le mec qui me dit qu'il fait 10 fois mieux que moi, qui serait à 100 ou 150, peut-être, hein, mais voilà. En étant très intermittent à temps partiel dans des conditions très défavorables, voilà, je ne suis pas si ridicule que ça. Je suis juste à 3-4 fois moins que les super pros de la permaculture. Donc peut-être que je pourrais, sur mes 400 mètres carrés, produire 2, peut-être 3 fois plus.
mais à la fin, j'aurais couvert que peut-être 30% de nos besoins alimentaires. Après, voilà, Et on on est pas aurait du tout. 4,5 kg de légumes par jour à manger. Est-ce qu'on va manger 1,5 kg de légumes chacun par jour? Ouais, et puis bon, après, tu fais pas ça pour la compétition, mais pour le plaisir, et puis Non. aussi par tâtonnement, tu essayes, voilà, chaque année tu apprends et tout. Enfin, et puis si tu peux tendre vers mieux, tu le ferais. Mais je Tout à pense que fait, on essaye de s'améliorer. le type dont tu parlais, je pense, c'est Rob Greenfield. Pareil, j'ai dû regarder Ah sur oui. Internet pour retrouver son nom parce que je m'en rappelle jamais non plus, mais qui effectivement est assez actif et assez, on va dire, minimaliste. Oui, Euh, ouais, mais il y a un tas de choses qui sont superbes dans ce qu'il fait, mais il est dans un environnement qui est hyper propice pour ça. Bien sûr, bien sûr. Et puis c'est un La modèle, papaye et la noix de coco, oui, on peut en vivre, quoi. voilà, c'est pas forcément un modèle reproductible sous n'importe quel climat. Donc bon, je pense qu'il faut prendre exemple sur lui sur tout ce qui est transition agricole, mais plutôt comme mode de vie minimaliste, en l'occurrence en ville, parce qu'il est à Orlando, je pense. Euh, Hmm. donc Mais c'est parenthèse pareil, la refermée. Floride est un pays qui va subir des changements climatiques absolument cataclysmiques dans les 30 ans qui viennent. Tout miser sur les cocotiers, c'est quand même super risqué, quoi. Oui, non, un État oui, bah, soumis évidemment à la montée des eaux et puis à tout un tas d'autres aléas. Je veux bien alors qu'on prenne ces dernières 10 minutes, un quart d'heure pour revenir sur ton retour d'expérience en tant qu'élu local, notamment que tu nous parles un petit peu de ton point de vue sur ce que peuvent faire les communes et les autres collectivités locales pour gagner en résilience face au changement climatique, face à l'épuisement des ressources. Euh, Est-ce que ce dont tu as pu témoigner et ce que tu penses que les collectivités peuvent activer comme levier? Alors, moi, j'ai la chance d'avoir fait un mandat de conseiller municipal de mon village de 130 habitants de 2013 à 2020. Là, c'est terminé cette année, là. Je n'ai pas été réélu pour un tas de raisons qui font que, globalement, la politique locale, c'est de la politique familiale. Voilà, c'est tout. Mais en dehors de mes fonctions de conseiller municipal, j'ai eu la chance d'être délégué au parc naturel régional du Morvan. Donc, j'ai siégé pendant 6 ans au conseiller syndical du parc. J'ai été membre de ce qu'on appelle le groupe Action Leader, donc qui est une espèce de comité qui pilote une partie des fonds européens sur le territoire, en tout cas qui sélectionne les projets qui sont financés par les fonds européens. Et puis, j'ai présidé pendant plusieurs années la commission forêt du parc, du parc naturel régional, donc qui était une commission de dialogue de la filière sylviculture bois, où en tant qu'élu, j'étais responsable d'animer. J'ai rédigé la dernière charte forestière, et puis voilà, on était dans cette fonction interface. Donc déjà, première chose, il faut avoir conscience que les collectivités locales en France sont dans un cadre qui est extrêmement contraint par la loi. C'est-à-dire que typiquement, voilà, un parc naturel régional en France, il n'a absolument aucun pouvoir réglementaire. Il y a plein de gens qui régulièrement disaient mais que fait le parc sur la forêt? Parce que dans le Morvan, on a des grosses problématiques très polémiques sur l'exploitation de la forêt, la sylviculture, sur les coupes rases, sur les replantations, sur la monoculture. Les parcs naturels n'ont aucun pouvoir pour réglementer ça. Les communes n'ont pratiquement aucun pouvoir pour le faire. Il y a des choses qui ont l'air décentralisées, mais on est vraiment, et ça s'est renforcé en fait ces dernières années, dans un espèce de pays qui a construit une fausse décentralisation sur un malentendu. Où malgré les clauses de compétences générales, tout vient de l'État, la dotation vient de l'État, le levier fiscal à la main de la collectivité locale n'est pas énorme, les préfets ont la haute main sur les dérogations administratives qui sont toujours pour les gros projets économiques. Là, régulièrement, récemment, il y a un appel à manifestation d'intérêt qui vient de tomber de la part de l'État pour des projets sylvicoles. Et donc, toutes les régions ont relayé ça. Donc, c'est l'État qui organise ce déversement d'argent hélicoptère sur la filière. Et donc, l'appel à projet demande des projets de minimum 300 hectares. Donc, l'État dit, voilà, et qui viennent d'entreprises qui font la majorité de leur chiffre d'affaires sur ces sujets depuis plus de 5 ou 10 ans, je ne sais plus. Donc, l'État dit, voilà, quoi qu'il se passe en région, nous, ce qu'on va favoriser, c'est les insiders qui sont là depuis longtemps sur les gros trucs. Et voilà, donc la première chose à avoir à l'esprit, c'est ça, c'est cette toile de fond qui fait que les collectivités locales sont dans cet environnement qui est quand même très étatiste, très centralisé, très contraint, et qui favorise encore les acteurs économiques qui sont déjà là et les gros trucs. Une fois qu'on a dit ça, il y a plein de choses que les collectivités peuvent faire malgré ce cadre-là.
Dans les choses qu'on a réussi à faire, la première chose que les collectivités peuvent faire, c'est faire appliquer le droit. C'est-à-dire? Et je pense qu'il faut… On a réussi quand même ces 30 dernières années à insérer des dispositifs protecteurs pour un tas de choses, notamment sur l'environnement, mais qui globalement sont soumis de manière régulière à des dérogations par des préfets. L'État dit non, mais finalement plus tard. Le fait qu'il y ait zéro artificialisation nette, là, les grands projets pour dire il faut qu'on arrête l'artificialisation des sols, fait que nous, dans notre quotidien, on ne peut plus rien construire dans notre village, parce qu'on n'a pas de plan d'aménagement. Donc, moi, ça m'est arrivé, d'autres habitants, ça leur est arrivé, pour un projet de déposer une roulotte dans un pré. L'État dit non, ça compte comme une artificialisation. Donc, nous, c'est zéro artificialisation. Pourquoi ? Quand on échange avec les parlementaires locaux et avec les services préfectoraux, parce qu'ils gardent des dérogations sous le coude pour les projets de centres commerciaux ou de trucs comme ça. Donc, mais par ailleurs, comme on est encore dans un État où il y a encore un peu de gouvernement par les lois, on peut encore aller faire condamner le préfet devant les tribunaux administratifs. Donc, la première responsabilité des élus locaux qui veulent être actifs, c'est d'aller voir le préfet en lui disant, vous savez, si vous faites ça, on va aller au tribunal administratif et ça va faire moche sur votre dossier. Et les préfets, ils ont horreur de ça. Donc, se battre avec les armes du droit, c'est la première responsabilité d'une collectivité locale. Et il y a de la ressource encore pour faire. Après, moi, je suis convaincu qu'il faut essayer de changer de méthode sur un certain nombre de sujets. Et quand on parle à la fois de la sylviculture ou de l'agriculture, c'est ce que je te disais, moi, une de mes convictions, c'est qu'il faut casser le modèle de déprise rurale et arrêter de concentrer les gens dans des métropoles. Il faut essayer de ramener des nouvelles populations de manière pérenne à la campagne. Or, malheureusement, les populations qui ont été le plus favorisées ces dernières années en zone rurale, c'est les populations qui sont liées au tourisme et à la résidence secondaire. C'est-à-dire, globalement, les collectivités locales, les conseils municipaux, les propriétaires se sont dit, ce qu'il nous faut, c'est des jeunes retraités, c'est des vacanciers, c'est des gens qui vont racheter une résidence secondaire qu'ils n'habiteront pas. Comme ça, finalement, le business local ne va pas trop bouger et puis on va garder toutes les manettes, mais il y aura quand même des gens qui vont venir. Ce qu'on a vu avec le confinement, c'est l'extrême fragilité de ce modèle-là. Le modèle qui fait reposer une partie de l'économie rurale sur le tourisme, le jour où il n'y a plus de touristes, si c'est l'activité principale, les gens sont vraiment dans des gros problèmes. Donc moi, je crois très bien au tourisme rural vert, parce qu'en plus, il y aura un besoin de proximité si on prend un peu moins l'avion pour les Seychelles et qu'on va un peu plus voir la France profonde. C'est très bien. Mais ça reste aléatoire et il ne faut pas que ça devienne, c'est ce que je disais, hein, la polyactivité doit redevenir la norme dans les sociétés rurales. Donc le tourisme, ça doit être une des activités qu'on a, en plus d'autres, en plus de la paysannerie, de l'agriculture, de l'artisanat, etc. Donc, je pense qu'il faut sortir de ces schémas-là où on cherche qu'une économie résidentielle pour faire venir des gens, des vrais gens qui auront des activités locales. Ça veut dire qu'il faut accepter qu'il y ait des industries locales, des micro-industries, des micro-scieries, des micro-ferblanteries, voilà, de recréer de l'industrie, ce qui n'est pas populaire parce que les gens se disent ouais, l'industrie, il faut réindustrialiser, mais pas chez moi, c'est moche. Donc le not in my backyard, le pas dans mon jardin, il faut en sortir un peu, quoi. Donc il faut aussi que les collectivités, elles aillent chercher non pas des gros projets que leur présente l'État avec les yeux qui brillent, on va créer 300 emplois en installant une méga-usine, mais se dire ok, comment on fait revenir un artisan dans ce village ? Comment est-ce qu'on donne les moyens à une activité semi-industrielle, artisanale de s'installer ? Et comment on fait venir des familles ? Et je pense que les collectivités, elles ont cette capacité en France, notamment les municipalités, d'essayer d'inciter à la venue intelligente de familles néo-rurales, en agissant sur le foncier, bâti et non bâti. Il y a des choses qui sont faites en Amérique du Nord qui sont intéressantes, où il y a des communautés autour de Détroit ou d'autres villes américaines qui commencent à donner des maisons. À dire, OK, cette maison, elle est inhabitée, elle tombe en ruine, la municipalité s'en saisit, et il y a des procédures en France, comme les procédures dites de biens sans maître, qui font que les communes peuvent se saisir de certains biens inhabités qui sont en déshérence, fonciers ou bâtis ou non bâtis. Et puis, la municipalité, les ressources s'amenuisent, mais il en reste encore un peu. Peut-être qu'elle peut rénover une partie au moins de ce bâti, sélectionner une famille et lui dire, voilà, cette maison, on vous la donne, vous ne payez rien. Simplement, vous vous engagez à vous y installer et à y vivre. Si dans 30 ans, vous êtes encore là, elle est définitivement à vous, vous ne payez rien, elle sera à vous, ça sera l'héritage de vos enfants, parce que vous aurez pendant 30 ans participé à l'activité de la vie en faisant votre résidence principale.
vous y aurez peut-être eu des gosses, vous y aurez travaillé, vous aurez finalement payé votre installation et la collectivité, elle se sera payée sur le fait que vous viviez ici à plein temps. Et si dans 15 ans, vous partez, si vous trouvez quelqu'un qui prend vos pots de place, tout va bien. Sinon, vous nous remboursez la moitié du prix si c'est 15 ans ou un tiers si c'est au bout d'un tu vois, voilà. Ce genre de choses, ça ne s'est jamais fait encore en France à ma connaissance, mais je pense que ça pourrait se faire. Il y a des projets aussi de gens qui en commun rachètent de la terre pour essayer d'installer des nouveaux agriculteurs. C'est une possibilité. Après, moi, je suis toujours méfiant au fait que la terre, elle est louée et je préfère que ce soit les gens qui l'exploitent, qui la possèdent. Enfin, la terre à ceux qui la possèdent. Mais en tout cas, on est face à un mouvement problématique. On en parlait de surconcentration des terres en France. Hein, il reste 500 000 agriculteurs. Il y en avait 1,5 million en 82. Dans les 10 ans qui viennent, je crois qu'il y en a les 2 tiers qui vont partir à la retraite. Il y en a la moitié qui ne seront pas remplacés. Donc, à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Il y a de moins en moins d'agriculteurs, de plus en plus de terres. Et de manière, comme toujours, l'enfer étant pavé de bonnes intentions, après la Seconde Guerre mondiale, on a mis en place des mécanismes très protecteurs du foncier pour le monde agricole en France, avec les SAFER, les sociétés d'aménagement foncier et rural, où globalement, on fait en sorte que le monde agricole soit prioritaire sur l'acquisition de la terre et que des non-agriculteurs ne puissent pas facilement acheter des terres, spéculer sur des terres agricoles. Et donc, le SAFER peut comme ça préempter des ventes pour dire non, vous n'êtes pas agriculteur, donc vous n'achèterez pas cette terre, c'est le SAFER qui la rachète, qui va la revendre à un agriculteur. C'est des mécanismes qui ont été extraordinairement protecteurs pour sanctuariser le paysan propriétaire français, qui a permis de maintenir ces terres agricoles françaises hors du champ de la spéculation des grandes fortunes, des grands fonds de placement. Mais le problème maintenant, c'est qu'on arrive à un tel niveau de concentration que les exploitations commencent à être tellement grandes que pas un seul jeune agriculteur ne peut se porter acquéreur. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a des sociétés qui se créent, il y a des groupes agro-industriels qui commencent à se positionner et on voit sur le plateau céréalier de Bourgogne, Dijon Céréales qui rachète des terres agricoles. On voit comme ça des groupes d'agroalimentaires où l'aval rachète l'amont. C'est vrai aussi dans la forêt, où des transformateurs et des scieurs rachètent des forêts et où finalement l'aval rachète l'amont avec l'idée de faire disparaître la société paysanne. Parce que ce que veulent les groupes agro-industriels, c'est remplacer le paysan propriétaire par un salarié qui va exploiter la terre. Et donc, on va, avec ces mécanismes protecteurs du foncier, si on ne change pas la façon dont on organise le monde agricole, on va détruire le monde agricole au profit de l'industrie et du salariat sur l'agriculture. Et on va arriver dans un domaine latifondiaire, comme en Amérique du Sud ou comme dans certains pays où la terre elle est possédée par des grandes fortunes, comme en Angleterre, par exemple, voilà, où il y a beaucoup de fortunes qui sont foncières et qui possèdent la terre et que les agriculteurs louent ou qu'ils exploitent de manière salariée. Et les collectivités locales, les communes, les villes, elles peuvent se saisir d'une partie du foncier agricole. Il y a des mécanismes, là encore, de préemption. Il y a des mécanismes aussi d'aménagement, de bourse foncière, en travaillant avec le SAFER pour dire, attendez, les chambres d'agriculture qui favorisent un seul modèle, on peut développer des projets alternatifs. Ici, c'est ce que je te disais, on est spécialisé sur le veau broutard. Moi, je suis en Côte d'Or. La Nièvre est en haut de la côte et la Saône-et-Loire est en bout de la rue. On est au bout du département. Mais globalement, la chambre d'agriculture de la Côte d'Or, elle sait faire deux choses, du vin, dans la côte chalonnaise, la dijonnaise, enfin, voilà, on sait faire du vin et du veau broutard, du veau charolais. En dehors de ça, la chambre d'agriculture de Côte d'Or, c'est plein de gens de bonne volonté, mais qui sont débordés comme tout le monde, ils ne savent pas faire d'autres projets alternatifs. Donc il faut que les communes, que les parcs naturels, que les communautés de communes, que les pays, ils se saisissent de ces opportunités foncières et qui montent des projets agricoles alternatifs. Les chambres d'agriculture, elles ne seront pas contre, non, elles ne peuvent pas le faire. Donc, il faut que les villes, les communes, elles organisent des projets. Et c'est ce que je dis dans mon article, il ne faut pas se limiter à des projets de maraîchage. Tout le monde a envie de faire du maraîchage en permaculture, c'est la mode, c'est trop chouette, on fait pousser des carottes avec du paillage et c'est trop bien, on a fait le bec et loin. Le problème, c'est que si on se contente de ça, on n'aura que des carottes à la fin, quoi. Bon, après, c'est une bonne porte d'entrée aussi, pour après faire autre chose. C'est une porte d'entrée. Mais si ça peut soulager un peu les flux logistiques et faire en sorte que les villes mangent des légumes qui poussent près des villes, c'est très, très bien. Par ailleurs, pour assurer la résilience alimentaire du territoire, il faut que les communes, quand elles organisent des projets, se disent « Ok, qu'est-ce que mangent les gens de mon territoire en vrai? Qu'est-ce qu'il y a dans leur caddie de supermarché le samedi ?» Parce que 87% de l'alimentation en France, elle vient des supermarchés. Elle est achetée dans les supermarchés, mais elle n'en vient pas. Et 5-6 enseignes contrôlent un bon 80% de ça. Qui contrôlent, voilà.
d'où est-ce que ça vient, ce qui est acheté dans les supermarchés de ma collectivité, et comment je peux faire en sorte d'en produire le plus possible dans mon bassin de vie, quoi. Et donc, ça passe par des nouveaux projets alternatifs. Ça veut dire aussi flécher du foncier vers des nouveaux agriculteurs, vers des nouveaux projets d'élevage local, de céréaliculture locale, et aussi d'industrie de transformation locale, parce que ce n'est pas le tout de faire pousser de l'orge, mais la bière, elle ne se fait pas toute seule. Il faut un malteur et une brasserie. Faire pousser du blé, c'est bien, mais il faut une minoterie et des boulangers. Tu vois, ce genre de choses, quoi. Donc, il faut créer autour des collectivités ces nouveaux projets de bout en bout. Ouais. Il y a beaucoup d'opportunités pour attirer alors soit des néo-ruraux, soit d'autres ruraux qui sont peut-être dans une commune qui n'est pas aussi dynamique qu'ils l'aimeraient et qui pourrait être potentiellement attirée par une commune rurale qui propose autre chose. Un levier d'action qui bourgeonne un petit peu partout, c'est tout simplement la mise à disposition de terrains, alors pas forcément agricoles, mais il y a quand même un peu d'espace pour cultiver. Donc des terrains abandonnés, ça peut être des casernes, ça peut être des terrains juste vierges. Bon, mise à disposition avec des appels à projets pour des collectifs qui voudraient venir y faire quelque chose d'intéressant. Bon, moi j'ai tendance à beaucoup parler de l'éco-village Terra comme un peu un exemple parmi beaucoup d'autres là. Je vais partager le lien en dessous là dans les commentaires. Il y a l'exemple de T-Village aux alentours de Saint-Brieuc, où une étudiante diplômée de Polytechnique, bon, c'est pas pour faire un argument d'autorité, mais c'est pour un peu situer le niveau, est venue y implémenter son projet d'éco-hameau, qui se développe beaucoup plus vite que prévu. Donc ça va bientôt toucher potentiellement 21 tiny house et étudiants, avec une espèce de, entre guillemets, cité écolo que cette personne, dénommée Aurélie, imagine, avec, bon, évidemment, une partie jardin partagé, verger, compost, etc. Mais il ne s'agit pas non plus que de faire à manger, mais on a aussi ce potentiel avec une vingtaine d'étudiants qui viendraient s'y installer et créer localement de la vie étudiante. Donc des projets comme ça, il y en a potentiellement beaucoup d'autres, enfin, beaucoup de communes, on va dire hors des métropoles, qui ont cette opportunité d'attirer des populations qui sont intéressées par vivre en dehors des métropoles, mais sans forcément avec une vision romancée, comme tu évoquais, c'est-à-dire j'ai envie de vivre sous cloche la campagne bucolique telle que je l'imagine, etc., mais de vraiment venir apporter quelque chose à la résilience locale à travers des projets de vivre ensemble, tout simplement. Ouais. Moi, je vois ce mouvement avec à la fois de l'optimisme et un petit peu d'inquiétude parfois. Dis-moi. Ce qui me rend très optimiste, c'est qu'effectivement, c'est chouette qu'il y ait des gens qui montent des projets collectifs dans une ère où on dénonce toujours l'individualisme et le court-termisme. Il y a plein de gens qui disent « Ok, on va refaire des trucs ensemble autour de hameaux, autour d'installations territoriales, autour du mouvement des tiers-lieux, autour des Fab Labs ». Je trouve ça très chouette. Moi, j'ai participé cette année à la création d'un collectif qui s'appelle Chemin autour du grand site de Bibracte, qui est un site archéologique assez connu, où on essaye comme ça de monter une espèce de tiers-lieu rural. Un tiers-lieu, donc c'est ni ta maison familiale, ni ton travail, c'est un autre lieu. Et quand je vois tous ces projets, alors déjà, la première chose, c'est que ce n'est pas des projets de métropole, mais souvent, c'est pas loin quand même. C'est-à-dire que ça SM près d'un centre urbain. C'est les projets en zone hyper rurale, c'est-à-dire à plus d'une heure et demie de métropole, sont rares quand même. Ça, en soi, c'est bien, c'est pas bien, mais c'est un constat, c'est-à-dire qu'on peine à voir vraiment ce genre de choses aller très très loin des villes, parce qu'il y a une forme de dépendance qui se maintient quand même, et un des enjeux, ça va être comment est-ce qu'on peut réussir à avoir de moins en moins de dépendance à la grande ville, ou en tout cas d'aller plus vers des pôles moyens ou des pôles plus petits. Ma plus grosse appréhension, c'est qu'on n'a pas besoin de projets avec des tiny house et des imprimantes 3D. Ce qu'il faut, c'est des projets avec des vieilles fermes et des cintreuses à tubes. C'est-à-dire que déjà, le mouvement de la tiny house en France, il me laisse très perplexe. Le mouvement de la tiny house, il est né aux États-Unis pendant la crise financière, dans un pays où le logement est volatile à la fois sur le plan financier, sur le plan personnel et aussi sur le plan matériel. Les États-Unis, c'est le pays de la baraque en bois qu'on construit, qu'on déconstruit, qu'on change souvent. La France, elle a le premier stock de logements d'Europe. Et objectivement, la législation, le mode de vie, il y a un tas de choses en France, y compris sur la route, qui ne sont pas adaptées au modèle de la tiny house. La tiny house, c'est bien pour une personne seule qui est sur la route avec sa remorque,
même très très bien isolé, c'est pas optimal sur le plan énergétique. Est-ce que c'est pertinent de faire des tiny house plutôt que de s'installer en vrai dans un pays? L'idée de la tiny house qui bouge et qui est sur la route, c'est une idée très américaine de se dire finalement, tu as ton 4x4 devant avec ton diesel et puis tu vas tracer la route à travers le pays et toujours changer de place. Mais cette idée de la mobilité permanente tout en ayant une impression de frugalité individuelle, elle ne fait pas société dans un pays. Et si demain, on va vers une société où il y a moins de mobilité parce qu'il y a moins de carburant, parce qu'il y a des problèmes logistiques, il y a des problèmes énergétiques, le modèle de la tiny house mobile, il ne peut pas survivre. Même avec un cheval, ça va être compliqué, quoi, parce Non, avec un cheval, oui, mais si c'est un déplacement tous les 2-3 ans, c'est même. Ouais, peut-être. Alors, il faudra un sacré effondrement pétrolier pour empêcher ça. Enfin, quand même. Mais moi, je crois qu'on a besoin de projets d'installation collective dans des hameaux qui existent déjà. Et il y a des hameaux à vendre, il y en a partout en France, soit de manière formelle, partout en hameau en bloc, soit on traverse n'importe quel village de la Nièvre, il y a 10 maisons à la suite qui sont à vendre. Donc, des projets collectifs comme ça, il peut en avoir en zone hyper rurale sur des logements qui sont adaptés. Et ça, c'est quelque chose duquel on peut parler. Moi, je peux parler du fait que ça fait 8 ans que je fais un peu d'agriculture. Dès qu'on fait un peu d'agriculture, on a besoin de bâtiments agricoles. Moi, j'ai un atelier qui fait 15 mètres carrés dont j'ai besoin parce que j'ai une perceuse à colonne dedans, j'ai un établi. Alors, peut-être que je pourrais mutualiser, qu'on pourrait en avoir qu'un sur le hameau, mais n'empêche qu'il faut un atelier. Il faut une grange parce qu'il faut pouvoir mettre des choses à l'abri. Il faut un silo à grains. Il faut un endroit où on puisse rentrer du foin, des fourrages. Il faut une étable pour mettre certaines bêtes à l'abri. Donc, il faut des bâtiments agricoles. Donc, le cluster Tiny House, il ne peut pas forcément faire ça. Et puis, l'imprimante 3D, c'est de l'électronique fragile qui va faire des plastiques fragiles. Alors maintenant, il y a des imprimantes 3D métalliques, mais qui sont quand même un peu chères. Par contre, ce dont on a besoin à la campagne, c'est un poste à souder à l'arc, un établi, une perceuse à colonne, une disqueuse. C'est le genre de choses dont on a vraiment besoin en vrai pour faire de l'agriculture. Et donc, les projets qui sont autour, moi j'en ai vu, il y a des trucs hyper high-tech 2.0, de fermes alternatives, tiers-lieux, pépinières d'entreprises avec des imprimantes 3D, de la permaculture et des panneaux solaires sur le toit. Je suis un peu perplexe parce que j'ai peur qu'on soit vraiment dans cette espèce d'impression de mode. On va révolutionner la start-up nation et à la fin, on va produire 3 carottes en se gargarisant dessus sur Instagram et on n'aura pas résolu le problème et on ne sera pas prêt à affronter le shitstorm, comme les Américains disent, donc tout le nuage d'ennui qui arrive à l'horizon, quoi. Et donc, moi, je suis persuadé qu'il faut avoir toujours une approche scientifique et rationnelle et technologique, mais moi, je pense qu'il vaut mieux aller vers du low-tech local bien maîtrisé que vers du high-tech qui va nous claquer dans les pattes parce que quand l'imprimante tombe en carafe, à la campagne, on ne pourra jamais la réparer, quoi. Après, pourquoi pas des tiny home low-tech? D'ailleurs, c'est un peu low-tech comme mode d'habitation. Pourquoi pas des tiny homes locales? Mais si tu veux, c'est encore ce constat de se dire on a le premier parc de logement d'Europe, il y a des baraques en ruine à travers toute la France, sur le plan énergétique, sur le plan de la production de matériaux, sur le plan local. J'attends toujours qu'on m'explique que c'est plus pertinent de faire une tiny house qui, par définition, est un logement fragile avec une durée de vie assez éphémère. Une tiny house, même la plus réussie, elle va durer quoi? 30 ans, 40 ans, 50 ans? Oui, vu comme ça, oui, c'est juste. Durée de vie, moi j'habite dans une ferme qui a été construite au XVIIIe siècle. Oui. A priori, je pense que dans un siècle, elle sera encore là. Oui, non, je pense que c'est plutôt pour les gens qui n'ont ni envie d'une ferme et effectivement, il y a beaucoup de logements vides aussi en centre-village, donc des maisons mitoyennes. Mais voilà, ce n'est pas attractif, quoi. Les gens n'ont pas envie Tout à fait. Non, mais voilà. Par ailleurs, c'est sûr que ça ne répond pas à tout. Et il y a une part des tiny houses qui sont certainement utiles, ne serait-ce que pour l'exploitation de certains espaces très, très, très ruraux en haute montagne ou en moyenne montagne, où ça peut faire sens sur des transhumances ou sur des choses comme ça. Donc, pourquoi pas? Mais quand même, dans beaucoup de cas, c'est vrai que tu as raison, il y a des maisons de ville qui sont mitoyennes. Cela dit, il y a des maisons de ville mitoyennes avec des jardins, avec des accès à des terrains qui ne sont pas forcément pile collés à la maison, mais il y en a avec un peu de foncier et qui peuvent aussi servir à des projets collectifs. Donc, il y a de tout. Et je pense qu'il faut dire aux gens, il y a beaucoup de possibilités de s'installer avant de construire quelque chose de neuf. Il y a déjà des choses qui existent. Moi, je veux dire, là où je suis sceptique, c'est de dire, bon, c'est encourageant que les gens tournent à nouveau le regard un peu vers les campagnes, vers les ressources naturelles et commencent à comprendre que c'est là, au final, peut-être que se situe le salut du pays et que, voilà, on avait eu tendance à un peu l'oublier, que tout partait de là et à penser, voilà, une sorte
la nourriture apparaît par magie au supermarché et puis basta, quoi. Donc l'avenir se situe entièrement dans les métropoles et d'ailleurs les acteurs publics comme privés investissent surtout en métropole. Et ce retournement un petit peu dans les esprits comme quoi il faudrait réinvestir du temps, de l'argent, des compétences, des ressources, etc. À la campagne, je le trouve plutôt encourageant. Et ce signe avant-coureur, qui sont des étudiants qui s'y intéressent et qui vont venir tester des choses, c'est très bien. Mon scepticisme, ça concerne exactement ça, c'est qu'on est encore beaucoup au stade de l'expérimentation, beaucoup au stade de, bon, voilà, une tiny home, on va un petit peu cultiver des jardins, on va mettre des toilettes sèches, bon, et après, pour être dans un projet d'éco-village en Ariège qui réussit plutôt bien, le vivre ensemble, c'est pas tout le temps évident, bon, ça s'organise, il y a des gens qui partent, d'autres qui viennent, etc. Mais c'est beaucoup de travail, rien que ce vivre ensemble. Et ça peut faire déchanter aussi la vie en collectif, en se disant, ah oui, quand même, j'ai été quand même très habitué à une vie voilà, famille nucléaire en ménage, et là, je partage mon espace avec 25 autres personnes. Donc voilà, quelque chose à ne pas idéaliser non plus, mais qui évidemment est très... comment dire, ça va potentiellement être nécessaire de réapprendre à vivre en petite communauté qui s'entraide. Bon. Et puis après, rapidement, pour le modèle économique, dans le monde dans lequel on est actuellement, c'est vrai qu'on se retourne très rapidement vers de la formation, de l'accueil, du tourisme, etc., pour quand même dégager vraiment de l'argent, parce que c'est pas avec le jardinage qu'on arrive forcément à générer suffisamment de revenus. Et donc se pose rapidement quand même la question du modèle économique, c'est-à-dire dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, où il n'y a pas de nécessité absolue à retourner à la terre pour subsister. Et où la vie a quand même un certain coût. Je vous demande l'idée de faire émerger une pépinière d'entreprise dans des éco-hameaux de ce type, super, très intéressant. J'attends encore de voir quelles vont être véritablement la nature des activités de ces entreprises, sachant que l'artisanat, c'est très bien, mais c'est difficile. On est encore dans le monde d'Amazon. Enfin, on va plutôt de plus en plus vers le monde d'Amazon que de plus en plus vers le monde de l'artisanat, hein, je crois. Donc, voilà, c'est pour dire tout le courage et la tendance et l'intérêt qu'il y a derrière, je le loue. Je déplore que ce soit pas déjà immédiatement évident en termes de, entre guillemets, rentabilité, viabilité économique, et que tout le monde se précipite vers ce modèle comme on se précipiterait sur Amazon. Voilà. Mais je pense quand même au début d'une aventure intéressante qui, quoi qu'il advienne, nous permettra d'apprendre des choses pertinentes pour l'avenir. Pardon, on entend mon fils réflexion quand même, parce que dans le on finit. Il me dit d'aller au café si j'ai envie. Bon, on coupera ça au montage. Vas-y Stéphane. Une réflexion sur l'anthropologie, parce que tu as prononcé le mot famille nucléaire. C'est intéressant parce que je recommande toujours aux gens de lire le bouquin d'Emmanuel Todd et Hervé Lebras, Le mystère français, qui est un très très bon bouquin où pratiquement une page sur deux est une carte, où il y a un très gros travail de mise en perspective historique, anthropologique, économique de la France depuis 200 ans. Et globalement, il y a bien deux modèles et deux France. Et quand on parle d'éco-hameaux et de vie en collectivité, ça n'est la réalité que d'une partie de la France. Hein. Et donc, il y a vraiment ces deux mondes en France, historiquement, qui ont cohabité, de la famille nucléaire et de la famille souche, qui n'ont pas supposé des modes d'organisation locale similaires. Et l'anthropologie, c'est le monde du déterminant super rigide et super strict. Et quel que soit le fantasme que les politiques ont, le mur de l'anthropologie, il est quand même assez solide et il bouge extrêmement difficilement et lentement. Et aujourd'hui, la plus grande zone de la France qui est en crise, c'est la zone de la famille nucléaire. Donc la zone du grand est-nord-est de l'immense grand bassin parisien et de la zone d'influence parisienne, qui a été historiquement la zone motrice de la modernisation française, qui était une zone de famille nucléaire où les familles, très tôt, dès le XVIIe, XVIIIe siècle, étaient en petits noyaux, effectivement, de parents plus enfants, qui vivaient comme ça dans des habitats qui n'étaient pas du tout les mêmes que les familles souches qui étaient présentes dans le Grand Sud-Ouest, en Alsace ou un petit peu en Rhône-Alpes, où là, il y avait une vie qui était beaucoup plus collective. Et en fait, je crois qu'il ne faut pas se dire, il n'y a qu'un seul modèle, il faut qu'on retourne à une vie collectivité. Non, moi, je pense qu'on peut retourner aussi à un mode de vie rural en cohabitation de familles nucléaires.
Et c'est ce que je dis souvent à mes copains. Moi, le jardin collectif, j'y crois pas trop. Je veux pas tenir un soviet quand je change ma variété de carottes, quoi. Ça m'intéresse pas. Moi, je crois à des mécanismes de solidarité pour les trucs qu'on peut pas faire tout seul. Typiquement, la moisson, c'est un truc qu'il faut gérer ensemble parce que tout seul, c'est compliqué, surtout quand on n'a plus de machine. Voilà, il y a certains, la coupe du bois ou trimballer des choses très lourdes comme du bois, bah, c'est des choses qu'on gère à plusieurs. Faire son jardin, ça peut être dans la famille. Donc voilà, je crois qu'il faut garder à l'esprit qu'il n'y a pas de modèle unique et qu'il n'y a pas que le modèle de l'éco-hameau collectif avec la vie à 25 tous ensemble ou les grandes villes. Non, en mode de vie rural, il y a plusieurs modèles historiques qui ont existé en France et on peut recréer, on peut en inventer d'autres aussi. Voilà, on peut créer ou recréer d'autres modèles anthropologiques que juste la collectivité de 25 qui vit ensemble. Voilà. Oui, j'ai beaucoup confiance dans l'intelligence à la fois individuelle et collective, alors des Français et des autres pays pour créer, tester, tâtonner, retenir ce qui marche. Bon. Et au fur et à mesure que voilà, l'histoire fait son œuvre et que le monde contraint qu'on imagine se réalise, ne serait-ce que j'ai souvent tendance à imaginer, bon, sauf à ce que les scientifiques se soient lourdement trompés et que la température se stabilise, on est a priori parti pour regagner un demi-degré dans la quinzaine d'années qui arrivent, puis un autre demi-degré dans la dizaine d'années qui suit, etc. Voilà, une fois que le ressenti rejoint la projection, on n'est pas dans le même monde. Donc bon, ça va, à mon avis, pour ne prendre que la question du dérèglement climatique d'ailleurs, hein, je pourrais en prendre beaucoup d'autres, mais le dérèglement climatique, ça parle avec quelques indicateurs voilà, que les gens ont en tête, par exemple la hausse moyenne de température. Bon, j'aurais pu en prendre d'autres. Mais au fur et à mesure que ça se déroule, je suis confiant dans le fait de voir aussi des nouvelles idées émerger, se mettre en place. Et puis, on a parlé un petit peu d'adaptation au changement climatique, mais venant d'un pays qui est l'Iran, enfin ma famille venant d'Iran, qui est un pays quand même beaucoup plus climatiquement contraint que la France, et je pense que la France en 2050 sera encore moins climatiquement contrainte que l'Iran d'aujourd'hui. Et pourtant, l'Iran s'adapte, et pourtant, l'Iran a encore beaucoup de marge de manœuvre pour gagner en efficacité dans son utilisation de l'eau, etc. Donc voilà. Et les gens ont une capacité d'adaptation. Moi, je sais pas, Stéphane, peut-être des mots de la fin avant de clore. Ça fait une bonne heure 20 qu'on discute, et puis on reprendra peut-être un deuxième épisode sur un autre thème. Tu es aussi spécialisé en trafic d'armes, ce qui n'est pas inintéressant, c'est un tout autre thème sur les tendances en matière de violence à travers le monde. Tu es un puits sans fond de connaissances. Je me demande parfois pourquoi je te laisse pas juste animer mon blog. Bon. D'ailleurs, nous écrivons nous publions des choses ensemble aussi, et c'est un plaisir. Peut-être quelques mots de la fin pour justement les gens qui voudraient s'inspirer de ton exemple. Alors, je pense que il faut pas. Enfin, effectivement, ce n'est qu'un exemple. Je pense que les gens qui veulent se dire tiens, on va sauter le pas, on va quitter les villes, on va partir à la campagne, prenez le temps de construire un projet qui soit le plus ouvert possible, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas marcher comme vous l'anticipez, il y a des réussites insoupçonnées, il y a des foirages spectaculaires, donc ayez un projet ouvert. Prenez le temps de sélectionner un endroit où vous pouvez raisonnablement penser que vous allez pouvoir affronter la crise climatique avec le moins d'handicap possible. Donc en termes d'accès à l'eau, d'exposition aux tempêtes, d'exposition aux vents dominants, etc. etc. Vous ne mettez pas en zone inondable, mais vous ne mettez pas non plus dans des coteaux arides. Essayez de trouver un endroit où le point de chute sera a priori pas trop. Donc, effectivement, en vous inspirant de pays comme l'Anatolie ou comme l'Iran, on vous dire qu'est-ce que les agriculteurs font dans ces pays-là. Ils se mettent dans des fonds de vallée à peu près à l'abri des problèmes climatiques. Alors, pardon, Anatolie au XXIe siècle, c'est la Turquie. C'est la Turquie, c'est le plateau central turc. D'accord. Et donc voilà, essayez d'atterrir là-dedans, essayez d'être ouvert sur d'autres trucs. Moi, je ne conseille pas forcément en première approche de foncer dedans sans avoir une béquille de secours sur le plan économique, parce que comme tu le disais, c'est extrêmement difficile. Moi, je suis toujours un peu critique devant ces gens qui, parce qu'ils ont fait 3 heures de formation, se mettent à donner des cours de permaculture. Je suis toujours un peu réticent. Enfin, tu vois, j'ai attendu 7 ans avant de faire mon premier article et je ne pense pas être le jardinier le plus mauvais de France, quoi. Mais bon,
En tout cas, j'ai jamais eu envie de vivre en vendant de la formation. D'ailleurs, tu m'as pas payé aujourd'hui et mon article il est gratuit. Enfin, je ne peux pas vivre de vendre des idées sur l'agriculture, quoi. Donc voilà, essayez d'avoir aussi un truc de backup sur le plan économique. Essayez. Et franchement, la vie paysanne, ça vaut le coup, quoi. C'est-à-dire que vivre au rythme des saisons, sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, sur le plan familial, en dehors d'être bon pour la planète et d'être bon pour votre santé, c'est bon pour votre tête. C'est-à-dire que se lever le matin, voir le temps qui change, vivre au rythme des saisons. Alors, il y a des trucs très angoissants sur le côté est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce qu'il ne va pas pleuvoir. On redécouvre aussi ce qui est le quotidien viscéral des paysans du monde entier, du mon Dieu, est-ce qu'on va nourrir nos gosses s'il ne pleut pas? Comment on va faire? Pour l'instant, on n'est pas trop dans cette inquiétude-là à nous, parce que heureusement, il y a le reste de la France. Donc, quand même, cette petite inquiétude qui croit, tu vois, de se dire, attention, il ne pleut pas, comment on fait? Venez expérimenter ça, vraiment. Essayez de réfléchir à qu'est-ce que je mange au quotidien, qu'est-ce qu'il y a dans mon cahier de supermarché, qu'est-ce qui pousse dans mon jardin. Faites ce travail de boucle-là sur vous-même, c'est passionnant, c'est enrichissant et c'est une aventure qui est vraiment formidable, quoi. Merci Stéphane, hein, et bravo aussi pour tout ça et évidemment bonne continuation parce qu'en quelque sorte ce n'est que le début. Je te propose de nous en tenir là. Et de toute façon, on se reparle à la fois sur les réseaux et in real life. Et puis, à bientôt. Voilà, il y aura mon petit email à la fin, comme ça les gens pourront me contacter s'ils ont une question ou s'ils veulent débattre. Bien sûr, et on met le lien vers ton article en commentaire, etc. C'est normal. Très bien. Voilà. Allez, au revoir.